Donc, merci beaucoup pour cette conférence et ces témoignages très émouvants. Si vous le souhaitez, on va passer la parole à la salle pour les questions. Donc, si quelqu'un veut intervenir pour poser des questions ou apporter elle-même son témoignage, n'hésitez pas. Oui, merci de votre question qui me permet de compléter ce stock, dans le bon sens du terme, de nouveaux témoignages à prélever. Donc, notre concitoyen fait référence à Suzanne Berliner, Berliner. Alors, ceux qui sont abonnés ou qui achètent dans les kiosques La Montagne, ça a fait l'objet d'un article le 26, merci André, novembre 2016. Donc, vous allez voir, c'est très simple, cette dame qui habite le Canada, qui va revenir à Clermont en mai. Donc, on fera passer par les canaux de la mairie l'information. Elle fera une conférence au centre culturel Jules Isaac, l'ancienne synagogue de Clermont, au mois de mai prochain, pour ceux qui peuvent et veulent venir. Et le problème de cette dame, comme vous le voyez sur la photo, elle était trop petite. Elle était trop petite pour se souvenir de l'identité de ses sauveteurs. Donc, comme elle a un caractère assez trempé, on va dire, elle ne veut pas mourir, sans rire en plus, avant d'avoir au moins approché la famille de ses sauveteurs. Et cette, comment dirais-je, cette quête, cette recherche se transforme parce que son mari l'aide beaucoup, puisqu'elle parle assez mal le français, puisqu'elle a émigré très rapidement ensuite en Amérique. Son mari l'aide, l'épaule, pour engager ce processus de reconnaissance. Alors, ça passe par quoi ? Eh bien, ils partent tous les étés à peu près dans le Cantal, avec l'aide d'un collègue qui est ethnologue, Martin de la Soudière, qui a écrit le livre Jour de guerre au village, préfacé par Patrick Cabanel. Eh bien, ils partent et l'enquête, l'historia, ils enquêtent, ils sont historiens de cette histoire. Pour l'instant, ils ont fait chou blanc, mais ils ne désespèrent pas. Je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'elle-même, elle ne sait pas où elle était. Donc, ils sont dans un processus, ils ont été reçus au Chambon, bien sûr, car vous le savez, le Chambon a beaucoup d'associations mémorielles, dont certaines ont crié ces derniers mois, vis-à-vis de plusieurs motifs qu'on ne va pas évoquer tout de suite. On pourra l'évoquer au café si vous voulez. Mais voilà, il y a un réseau associatif très fort, mais malheureusement, même ces réseaux-là, protestants, civiques, les Quakers, etc., américains, n'arrivent pas à retrouver cette famille. Bonjour tout le monde. Je pense que je voudrais signaler qu'il y a pu y avoir à Billon nombre de personnes qui ont accueilli les Juifs. Donc si vous pouvez trouver des personnes plus âgées que moi qui pourraient peut-être vous renseigner. Parce qu'à l'époque, puisque je viens de perdre mon mari, c'était une mémoire du pays pour la résistance et tout le monde qui a été accueilli. Et il me signalait qu'à une certaine époque, il avait 9 ou 10 ans, il nettoyait les écuries à cochons vers chez lui, c'est-à-dire vers la place vers le marché aux cochons, pour accueillir tous les Juifs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il me l'avait raconté, mais ma mémoire, et puis je ne l'ai pas enregistré à cette époque. Mais vous devez avoir beaucoup de personnes à Billon qui les ont accueillis. Merci beaucoup, merci de votre témoignage. Alors vous comprendrez que je vais laisser le silence à votre intervention, mais je fais un appel, c'est que s'il y en a effectivement, vous voyez bien que le temps passe, s'il y a des personnes qui ont des informations directes, indirectes, nous organisons le 21 mars prochain, c'est un mardi, alors je sais que ceux qui travaillent, c'est pas forcément évident, et puis qu'on a peut-être des rendez-vous, mais le 21 mars prochain, mardi 21 mars 2017,
aura lieu aux archives départementales du Puy-de-Dôme une journée des témoins, donc patronnée par le Conseil général départemental, l'université et la communauté juive de Clermont, donc pendant lequel les personnes pourront venir échanger, amener des documents si elles le souhaitent, et pour les moins timides, on va dire, déposer un témoignage vidéo. Hein. Donc, ceux qui ne peuvent pas venir, puisque souvent les personnes que je rencontre forcément sont octogénaires, donc, et puis voilà, c'est l'hiver, il faut comprendre, ça sera le début du printemps, mais bon, nous pourrons venir à vous. Hein. Donc l'essentiel, si vous avez une boîte mail, c'est le mail qui apparaît en diapositive, contact.juste@gmail.com. Si vous n'avez pas de mail, c'est pas du tout grave. Je vous donnerai mes coordonnées et on pourra échanger soit par téléphone ou soit par voie postale. Vous comprenez notre logique. Dans la conférence, je disais, c'est une logique de complément, mais c'est aussi une logique de collecte, comme ce qu'on a fait pour la Première Guerre mondiale. Sauf que on va essayer, si ça marche, peut-être que ça... Aujourd'hui, il y a 15 nouveaux témoignages. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit. Je vous en ai lu 3 ou 4. Il y a des gens qui nous donnent des photos. Malheureusement, comme vous, madame, il y a des personnes veuves ou veufs qui se disent, qui viennent me voir en disant « Oh là là, c'est trop tard ». Mais c'est souvent comme ça dans la vie. On oublie de dire merci ou d'embrasser avant l'issue finale. Hein. Et bien là, c'est pareil pour l'histoire. On se dit « Oh là, mais il y a l'oncle ou la grand-mère », mais même dans ma propre famille. Hein, mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans, il connaissait l'histoire de la guerre d'Algérie. On ne l'a pas enregistré, c'est perdu. Donc, avant cela, pas dans une logique forcément de visibilité, puisqu'il y a des familles dans les témoignages qui nous demandent la confidentialité. Donc tous les témoignages que je vous ai lus, les familles ont autorisé la diffusion. S'il y en a qui veulent déposer des archives familiales, des documents, nous sommes là. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On ne force pas la main. On n'est pas un organisme... Alors, on est agréé par le rectorat, bien sûr, et par nos partenaires d'université pour faire cela. Mais si vous voulez témoigner, venir apporter des informations, vous serez reçus, bien sûr, avec plaisir. Excusez-moi, ce mail correspond seulement au juste d'Auvergne ou c'est plus large que ça? Alors, ce mail, pour tout vous dire, l'échelle de l'étude, là, tout de suite, pour l'acte 2, c'est le Puy-de-Dôme. Pourquoi ? Parce qu'on a le conseil départemental qui nous soutient, et parce que, on ne dirait pas comme ça, mais même 15 témoignages, c'est déjà du boulot monstre. Vous comprenez ? Pour aller... en clair, c'est tous les dimanches, aller voir la rue Untel, je ne sais pas, à Sagenay-Champanel ou à Pont-du-Château, corriger aussi des informations des justes. On s'est par exemple rendu compte qu'une famille, la famille Retz, qui avait été honorée, n'est pas une famille de Vertaison, mais une famille d'un autre département. Donc on est dans cette logique-là. Mais bien sûr, si vous avez d'autres témoignages sur d'autres échelles, on prend. De toute façon, les familles ont toujours la main sur ce qu'ils nous laissent. C'est évident. Voilà. Je suis né à Billon il y a 67 ans, donc j'y suis toujours. Et la mémoire collective et individuelle des Billonnois est surtout pour cette période tournée sur des exactions commises auprès de la résistance. Voilà ce qu'on nous a enseigné le 16 décembre, tout ça, les monuments aux morts, c'était... Et puis la tradition orale de parents à enfants, de grands-parents à enfants, de voisins à enfants, était surtout liée à des faits d'exaction contre de la résistance. Par contre, pour être franc, je n'ai jamais entendu parler à Billon de gens qui se seraient occupés de
familles juives ou qui auraient favorisé des déplacements ou des placements de familles juives. Jusqu'au jour où le secrétaire de mairie de la mairie de Billon me dit « Tiens, monsieur Salas, nous avons reçu une lettre un peu bizarre, enfin pas bizarre, non, mais il me dit « Monsieur le maire, tiens pas à y répondre, tout ça. » Donc je lui dis « Voir ». Et il me confie la lettre. Mais il faut dire que... Bon, je vais vous la lire, comme ça vous comprendrez. Monsieur le maire, en reprenant de vieux documents familiaux, je viens de retrouver les copies des cartes d'identité qui avaient été établies par votre mairie à mes parents en octobre 1943. Je les joins en copie à la présence. Il s'agissait en l'occurrence de vraies fausses cartes d'identité, puisque selon le récit même de mes parents, elles avaient été établies grâce à l'aide du maire de Billon. En effet, mes parents, juifs, réfugiés en France en 1937, avaient d'abord vécu à Paris, mon père s'étant ensuite engagé dans la Légion étrangère en 1939, 3e REP, et avait été libéré en septembre 1940. Après quoi, mes parents s'étaient installés en zone libre, d'abord dans la Creuse, puis à Billon. C'est donc en octobre 1943, grâce à vos prédécesseurs, qu'ils obtinrent cette carte nationale d'identité, qui les a aidés à pouvoir s'échapper aux persécutions des nazis et de leurs collaborateurs. Mes parents m'ont toujours parlé avec émotion de cette vraie fausse carte d'identité et à la reconnaissance des idyles municipaux qui avaient alors permis de traverser cette période noire de l'histoire. Mon père, décédé en 1995, m'avait indiqué qu'il n'avait jamais osé écrire à la mairie de Billon pour témoigner de sa reconnaissance. Aujourd'hui, même après de nombreuses années, je me permets de vous adresser la présente afin d'être son porte-parole et de porter témoignage. N'étant plus en activité, j'espère pouvoir, dans un avenir assez proche, me rendre à Billon d'une part, pour vous réitérer de vive voix les termes de la présence, d'autre part, pour consulter les archives de la ville, dans laquelle un de mes oncles maternels, M. Richard Hudesec, a été tué pendant la Résistance. Veuillez croire, monsieur le maire, en mes sentiments les meilleurs. J'ai donc lu cette lettre, et comme elle était jointe avec les fausses cartes d'identité, mes yeux sont doublement ébahis, parce que elle portait le nom de mes grands-parents, la carte d'identité. Donc je me suis dit, oh là là, mon grand-père, s'il l'avait su, aurait pu se faire du souci. Bon, parce que la majorité des gens étaient plus ou moins pétainistes, bon, tout, bon, peu importe. Ce qui m'a surpris à la lecture de cette lettre est la signature de la carte d'identité par le maire de Billon, qui m'a un peu surpris quand même, parce que j'ai quand même quelques connaissances de l'histoire locale, c'est qu'en 1940, le conseil municipal a été dissous. Le maire ayant refusé de prêter serment à Vichy. Et nous avons eu un maire nommé, on peut citer son nom, il n'y a pas de famille à Billon, il s'appelait Fédide. Ce Fédide est décédé, et un monsieur de Billon, on peut citer son nom, il n'y a aucune... mais il était quand même nommé par Vichy. Il s'appelait monsieur Pitavi. Donc, comme ça, par tradition orale dans la famille, et avec des voisins qui connaissaient tout, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre que ce Fédide, mais on ne sait jamais, hein, on peut avoir double casquette, ait fait des fausses cartes d'identité. Et renseignement pris, il s'avère que ce n'était pas le maire qui faisait des fausses cartes d'identité, mais le secrétaire de mairie. Voilà. Et que le secrétaire de mairie, à l'époque, était un vieux biomois. Les enfants sont encore à Billon. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il en a fait une, mais s'il en a fait 10 ou s'il en a fait 100. Voilà. Il se trouve que ce voisin secrétaire de mairie était le plus proche voisin et ami de mes grands-parents. Donc il avait mis le nom de mes grands-parents sur la fausse carte d'identité qui était joint au document envoyé. Quant à son oncle, M. Hudesec, dont il parle comme étant un résistant, effectivement, renseignement pris et j'ai consulté, il est sur le monument aux morts
de la ville de Billon, ce monsieur Hutsek. Nous n'avons pas apporté à l'époque de réponse à ce monsieur qui était avocat honoraire et chargé de cours à l'université, monsieur Jacques Tételet. Nous ne lui avons pas répondu. Moi, je n'avais pas les capacités, je n'étais même pas élu à cette époque. Et par contre, après avoir pris contact par téléphone plusieurs fois avec lui, il ne m'a jamais répondu. Voilà. Mais c'est un document qui prouve qu'un Billonnois, au moins, faisait des fautes de carte d'identité dans cette mairie. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup, monsieur. Bien ce que je viens de dire. Donc, si vous voulez, qu'il y avait nombre de juifs qui ont été accueillis à Billon. Alors, trois choses. D'abord, si c'est possible, il faudrait qu'on se voit tout à l'heure pour que l'on parle un peu plus en privé pour voir si on peut, si vous pouvez me laisser par écrit tout ça. Deuxième chose, effectivement, la première partie de votre intervention la porte sur effectivement les mémoires quelquefois croisées mais divergences entre la mémoire de la résistance et la mémoire des justes. Effectivement, souvent, notamment dans l'histoire scolaire, on ne mettait pas forcément en valeur tout sur le même plan d'égalité, ce qui est normal, hein, mais qui peut être relativisé aujourd'hui. En clair, aujourd'hui, on fait beaucoup de place à la mémoire des justes, à la mémoire des sauvetages, et peut-être aussi un peu moins de place à l'histoire de la résistance. Mais le souci, c'est qu'il y a des résistants justes et des justes résistants, heureusement. Hein. Donc, que ce soit les réseaux combats, je ne l'ai pas dit, Libération Sud, Mireille Philippe, même il y avait des Espagnols hein, qui sont venus sauver ici, tout est lié. Tout est lié. Et ce que je montre dans le livre, c'est qu'ils ont les mêmes pratiques aussi, les pratiques de l'illégalité. Et je rebondis donc sur la troisième chose que je voulais vous dire, monsieur, merci encore pour votre témoignage argumenté, c'est que il y a beaucoup de secrétaires de mairie, de secrétaires de préfecture, deuxième classe, première classe, Jeanne Lavial dans les terres froides, qui a maintenant à la préfecture sa salle. Il y a aussi des gendarmes à Rion. Il y a des secrétaires de mairie qui donnent des faux papiers, qui octroient des certificats. Ben pourquoi ? Parce que vous le savez peut-être, dès 41 et surtout en 42, il faut des certificats de travail ou de résidence. Donc il faut une identité professionnelle et personnelle. Autrement, alors c'est pas forcément la déportation directe, mais c'est le regroupement dans ce qu'on appelle les centres de regroupement régionaux. Alors il y en avait à Châteauneuf-les-Bains, il y en avait à Saint-Nectaire. Hein. Donc c'est la première étape. C'est un camp, si vous voulez. C'est une zone de concentration des familles. Avant ce qu'on appelle, quel horrible mot, mais c'est le mot des sources, hein, des archives, les ramassages. Hein, avant les rafles. C'est beaucoup plus facile, forcément. Alors je ne sais pas, Madame Ray, si je peux être bavard sur les rafles. Je veux juste voir est-ce qu'il y a d'autres questions. Voilà. Je vais laisser parole à la public, c'est mieux. Oui. Voilà, donc vous avez parlé d'une série à Haute-Loire. Oui. Il y aura une similitude avec une série à Billon. Oui. Qui était la série Potier. Et donc là, le jour de la rafle, il y a un certain nombre. D'abord, là, la série Potier abritait beaucoup de STO et des Juifs aussi. Donc le jour de la rafle, donc ils ont été en grande partie raflés. Il y a eu de la déportation, donc 112 personnes ont été déportées à Billon. Certaines donc de la série Potier ont été même fusillées au 92, c'était certains des Juifs. Sur le monument aux morts de Billon, de la Résistance, il y a des Juifs qui étaient nés à Salonique. Donc il n'y avait pas que des Juifs, bien sûr il y avait des Français, il y avait toutes les nationalités. Bon, d'abord il y a encore des gens qui peuvent en témoigner. Et ces Juifs qui étaient dans la Résistance ont bien été hébergés par des gens ici. Donc, on peut peut-être essayer de rechercher à travers ça. Voilà, bon, mais je pense qu'il y a une dame à Billon aussi qui pourrait peut-être parler. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Elle a recueilli un enfant juif. Elle en avait parlé donc au 70e anniversaire
de la rafle du 16 décembre à Billon. Et je vais peut-être dire son nom parce qu'elle a vraiment de la peine pour essayer de retrouver. C'est Madame Vaux. Voilà. Merci. Alors vous insistez sur une chose importante, et par rapport au contexte actuel, on peut le repréciser très fort hein, dans les espaces publics. Oui, je vous ai présenté une histoire de la résistance à la Shoah, mais vous faites référence à ce qu'on appelait les Juifs étrangers. Les Juifs français et une partie des Juifs étrangers ne se considéraient pas forcément, leur identité n'était pas forcément en priorité une identité juive. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement la colonisation israélienne nous induit en erreur. Pour un juif français, il est français. Et depuis la Révolution française, depuis le décret d'émancipation et le décret Crémieux pour les juifs d'Algérie en 1870, il y a même des gens qui découvrent leur judéité au moment des lois raciales. Vous vous rendez compte? Donc, 60 ans après, et je m'autocritique, on veut toujours catégoriser. Voilà, les statistiques sont belles, il y en a X, Y, Z. Mais, et vous soulignez ça, voilà, c'est aussi des Français qu'on déportait. Hein, c'est aussi des familles, et je n'ai pas parlé des carrières professionnelles, les professeurs qui se font licencier, les accès aux... Voilà. Donc, derrière tout ça, il y a aussi ce que font les collaborationnistes et une partie, effectivement, de la police française également, c'est qu'ils nient l'héritage révolutionnaire et ils nient la citoyenneté telle qu'on l'avait construite au XVIIIe et au XIXe siècle. Et ça, c'est presque aussi grave pour notre histoire nationale que le génocide, en fait. Oui, juste une petite précision au sujet de l'identité juive. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait souligner et rappeler, c'est que les lois raciales visaient des personnes qui avaient un seul grand-parent juif, et c'était suffisant pour les catégoriser juifs, même si entre-temps, du fait des mariages, les personnes n'avaient plus du tout la qualité et ne pouvaient plus se retourner vers sa communauté. Donc, c'est pas forcément un refus de l'identité, c'est que effectivement, ils n'étaient pas juifs. Hein, donc, voilà. D'autres choses que je voulais préciser, c'est que alors, je ne veux pas trop dire préciser parce que je n'ai pas la date exacte, mais je sais que la communauté juive de Clermont-Ferrand, lorsqu'elle a été décimée à Clermont-Ferrand, s'est rapatriée sur Billon. Donc là, ce sont des familles entières qui sont venues, et ce qui me fait dire que quand vous dites que c'est tout intrinsèquement lié, c'est vrai, et que il me semble que la ville de Billon, dans son ensemble, quand vous avez parlé de villages, étaient tous solidaires dans la mesure où leur propre silence, c'était aussi une façon d'accueillir. Voilà, il y a ça. Et puis autre chose que je voulais dire, mais ça c'est plus difficile parce que j'ai connu, moi, une famille, mais je ne peux pas m'engager pour eux, pour savoir si la famille est d'accord pour communiquer là-dessus. Donc, je vais simplement parler des prénoms. Hein. Donc, j'ai connu deux frères qui avaient l'âge de mes parents, qui sont décédés maintenant, qui avaient 80 ans, mettons, il y a une dizaine d'années. Et je voudrais juste raconter l'histoire de l'un des deux, dont le vrai prénom était Moïse, et qui était venu à Billon à l'école des militaires, qui était devenu électricien, et il avait été enrôlé dans l'armée française en tant qu'électricien. Et au bout de 3 mois, on lui a dit de partir, et on l'a mis à la porte, quoi.
Et on lui a dit, bon, maintenant, tu prends ta carte d'identité, tu as un nom juif, tu ne peux plus t'en servir, tu t'appelleras Monsieur Charles, et ils lui ont donné des faux papiers. Donc je veux dire que l'armée aussi, hein, on voit toujours l'armée qui a collaboré, etc., alors qu'il y avait une armée, dite armée d'armistice, qui a aussi aidé. C'est très, très difficile. Hein. Donc ce monsieur, j'ai rencontré quand il était maison de retraite, et il m'avait raconté qu'ensuite, eh ben, il était devenu électricien civil, quoi. Mais c'était difficile. Et heureusement qu'on lui avait donné ce nom-là, parce que sinon, il n'aurait pas pu s'intégrer dans la vie du pays. Donc c'est d'autant plus difficile que les Juifs ayant changé de nom, c'était difficile de les connaître. Donc des gens... voilà. Et son frère s'est engagé... dans la résistance. Il a rejoint les chasseurs alpins dans le Vercors. Et là aussi, donc c'est complètement mélangé en fait. On peut difficilement dire que c'est des juifs ou pas les juifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. J'ai trouvé extrêmement intéressant de souligner que, au cours de cette période qui a été épouvantable, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a vu un certain nombre d'élites se déshonorer, eh bien, ce soit des gens simples qui, spontanément, ont tendu la main à des enfants, à des gens qui étaient en déshérence. Et comme vous l'avez très justement fait remarquer, et c'est rafraîchissant pour la pensée, ils l'ont fait par humanisme, spontanément et sans chercher plus loin, dans une attitude immédiate de compassion. Eh bien là, c'est quand même un point extrêmement intéressant et important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et on va, sans plus attendre, passer la parole à Madame Ravel, qui va nous présenter donc son exposition, donc ses travaux plutôt, à travers cette exposition.